Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi sur le plateau de Big Media. Aujourd'hui, on va parler d'investissement et d'investissement surtout quand on lance sa start-up. On le sait, depuis 2 ans, c'est quand même beaucoup plus compliqué de lever des fonds, à part peut-être si vous appelez Mistral AI ou Poolside ces derniers temps. Mais sinon, c'est quand même un exercice qui est assez difficile. Et justement, ça va faire l'objet de cette discussion pendant 40 minutes. Et pour cela, je ne suis pas seul, évidemment. Je suis avec Roxane Varza, la directrice de Station F. Bonjour Roxane. Bonjour. À ma droite, j'ai Corentin Orsini, le fondateur de Super Capital. Bonjour Corentin. Bonjour. Et enfin, nous avons Ralph Fegaï, le CEO de BIM. Bonjour Ralph. Maxence. Merci d'être avec moi cet après-midi sur ce plateau. Je vais commencer avec une question pour toi, Roxane. Évidemment, en tant que patronne de Station F, tu vas défiler beaucoup de startups au quotidien. Je sais que Station F est très engagée sur l'IA, mais hormis l'IA, on sent que depuis 2 ans, quand même, c'est un peu plus compliqué pour beaucoup de verticales, à l'exception peut-être de l'industrie et la deep tech, où il y a une tendance qui se dégage. En effet, on n'est plus en 2022, ça c'est sûr. Donc on a vu vraiment un gros changement. Après, on vient de faire notre meilleur mois à Station F en termes de levée de fonds. Donc le mois de septembre, c'était un mois record. Les startups ont levé presque 300 millions sur un mois. Bon, si on enlève la levée de Alan, qui est l'ancienne Station F, c'est quand même plus de 100 millions qui ont été levés au mois de septembre. Donc je pense que early stage, on est encore assez, entre guillemets, protégé. On voit que ça prend plus de temps à lever. C'est pas du tout le même, je peux dire, dynamique qu'on voyait avant. Et comme tu viens de dire, en effet, les 2 tendances qui ressortent sont l'IA et l'industrie, surtout autour de Clean Tech. Clean Tech, en fait, a pris le devant en termes de volume pour cette année, en tout cas. Et du côté, du point de vue de l'investisseur, justement, Corentin, comment tu analyses un petit peu la situation? Est-ce que tu vois aussi qu'il y a une manière peut-être de changer le pitch, de présenter le projet? Évidemment, il y a quelques années, on avait coutume de dire qu'il suffisait d'avoir un PowerPoint pour lever, si je caricature à l'extrême. Est-ce que tu sens peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus d'expertise, un peu plus travaillé peut-être dans la présentation? Oui, forcément un petit peu, parce que en fait, c'est effectivement beaucoup plus difficile qu'avant. Donc en fait, en fait, paradoxalement, il y a moins de dossiers sur le marché, mais il y a aussi beaucoup moins d'investisseurs, parce que les investisseurs sont beaucoup plus frileux et beaucoup plus attentistes. Donc ils vont essayer de chercher de la qualité. Et donc de la qualité, c'est sur le fond et sur la forme. Et donc effectivement, il va falloir être parfait sur les deux, c'est-à-dire avoir de l'attraction, des chiffres, etc. Et aussi savoir le transmettre et savoir montrer aux investisseurs que c'est le bon moment de venir. Et peut-être aussi qu'à une époque, on parlait beaucoup du terme de licorne. J'ai l'impression qu'on n'en parle plus beaucoup de ce terme-là en ce moment. Je ne sais pas si c'est votre sentiment à vous trois. Oui, mais... oui, c'est vrai, on en parle moins. Après, c'est un terme qui a été inventé il y a 10-12 ans, mais il a quand même été assez bénéfique parce que ça nous a donné tous un petit peu un objectif, un petit peu un rêve, etc. Donc maintenant, peu importe que la boîte, elle vaille 1,5 milliard, en fait, c'est un peu, tu vois, cette dynamique que ça a entraîné. Et alors certes, on en parle moins, mais ça reviendra. Alors Ralph, BIM ne vaut pas encore 1 milliard, hein, mais c'est tout le mal que je te souhaite. Justement, ça fait quelques années que l'aventure a démarré. Toi, justement, quand tu as lancé ton entreprise, quelle a été ton approche justement pour aller voir les investisseurs? On sait que on ne sait pas toujours qui aller voir en premier, on est un peu perdu. Quelle a été un petit peu ton approche pour justement éviter de tourner en rond, entre guillemets, et arriver à quelque chose de concret à l'arrivée? Oui, merci Maxence. Je pense que c'est important de souligner, juste avant de te répondre, que je pense qu'il n'y a pas une approche pour séduire des investisseurs. Je pense que ça dépend de 3 choses. La typologie de start-up, je pense que ce n'est pas la même approche si on est, par exemple, une start-up deep tech ou si on est une start-up consumer, ou ça peut changer. Je pense que ce n'est pas la même approche selon son stade de maturité. On ne séduit pas pareil des investisseurs en pré-seed et en série C. Et je pense que ça dépend aussi de la typologie d'investisseurs. Et je commencerai par dire qu'on peut tout à fait lancer une start-up qui est exceptionnelle sans passer par des investisseurs au sens VC et en bootstrappant sa start-up ou en s'appuyant sur des investisseurs type bancaire. Il y a d'autres façons finalement de le faire. Je pense que c'est important de le rappeler en préambule. Ouais, peut-être qu'il y a une hype parfois autour du fait de lever des fonds, ces tendances, on passe sur Madines ou sur d'autres médias. Il y a peut-être cette obsession médiatique aussi parfois qui travaille un peu dans l'esprit. Ça peut arriver, c'est pour ça que je commence par souligner ça, c'est que ce n'est pas la seule voie pour monter une start-up. Ensuite, en ce qui concerne BIM, je vais peut-être dire 2 mots de l'entreprise qu'on est, parce qu'avec beaucoup d'humilité, je peux témoigner de comment on l'a fait, mais je n'ai pas de recette magique quelque part. Je peux juste parler un peu de notre parcours. Nous, on est une start-up basée à Nantes. Et en fait, la mission de BIM, c'est de donner aux particuliers le pouvoir de gérer leur énergie en développant une plateforme software et hardware qui leur donne le contrôle sur leur énergie à la maison et leur permet à travers ça de lutter contre le changement climatique.
concrètement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a un écosystème où on a des panneaux solaires pour produire de l'énergie, des batteries pour la stocker, des bornes de recharge pour se déplacer, et derrière, des modules d'optimisation de la consommation pour être plus sobre. Tout ça piloté par un software qu'on développe, qui est le BeamOS, et qui est un peu le chef d'orchestre de cette plateforme. Donc, pour un projet comme ça, il y a un volet CAPEX, investissement, qui nécessite en fait de lever des fonds. C'était évident, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on passe par cette voie-là. Tu vas lancer un produit connecté, tu mets à peu près 2 millions d'euros avant d'avoir commencé à le mettre sur le marché. Donc il faut que tu recrutes des ingénieurs, une team, etc. pour le faire. Tu peux pas le bootstrapper. Et donc, en l'occurrence, on a commencé par effectivement réaliser un pré-seed, qui était une première levée de fonds de 2 millions d'euros. Et pour faire ça, en fait, quand bien même tu as un produit qui est physique, un produit hardware, tu es obligé de démontrer une certaine forme de traction, dont parlait Corentin tout à l'heure. Et donc pour faire ça, en fait, on s'est appuyé sur des métriques qu'on a réussi à générer pour mesurer l'appétence des gens, leur ambition de commander ou précommander nos produits. Et derrière, on avait quand même de la matière pour aller voir, avec un début de tech et un début de traction, des investisseurs early stage, très très important. Early stage comme Kima Ventures qui sont hébergés chez Station F. Et justement, chez Station F, Roxane, tu vois passer un paquet d'entrepreneurs tous les jours. Ça fait déjà 7 ans maintenant que Station F existe. J'imagine que dans le discours des entrepreneurs que tu as pu croiser il y a 7 ans et ceux que tu croises aujourd'hui, ça a dû considérablement évoluer aussi, que ce soit les besoins et la manière d'aborder les choses aussi. Ah, complètement. Déjà aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs expérimentés. C'est une tendance aussi qui attire beaucoup d'investisseurs. Les fameux serial entrepreneurs. Serial entrepreneurs, repeat entrepreneurs, je ne sais pas comment on va les appeler, mais voilà, il y a plein de termes. Donc nous, à Station F, c'est aujourd'hui peut-être plus que 50% de la population qu'on a, c'est des gens qui ont déjà monté une entreprise. Aussi des anciens, des scale-up. Ça commence à faire vraiment des personnes avec des belles expériences pour créer quelque chose. Et donc ces personnes, ils arrivent à aller beaucoup plus vite. Ils ont des réflexes déjà de start-up. Donc ça, c'est super. C'est pas des choses qu'on voyait il y a 7 ans. Merci de le rappeler. Et puis l'autre chose, mais qui est là, j'ai l'impression c'est une difficulté qui est toujours présente depuis le début. Évidemment, c'est difficile de lever de l'argent, de trouver son go-to-market, de développer son produit, ça c'est classique. Mais j'ai l'impression que les histoires entre associés, c'est des choses qui restent. Ça s'améliore, mais il y a toujours peut-être une manque de sensibilisation de comment il faut faire. Je vois des pratiques maintenant qui commencent à prendre, des gens qui vont faire des phases de test avant de vraiment s'associer, des gens qui mettent beaucoup plus à l'écrit, mais on voit encore des choses qui arrivent de façon récurrente. Oui, on peut en témoigner en effet. Non, mais c'est vrai qu'il faut souligner parfois l'importance aussi de bien blinder son pacte d'associés, puisque en fait ça a des conséquences parfois à 5 à 10 ans en fait, avec les clauses de bad liver et toutes ces clauses-là. Et on pense à certaines entreprises du côté de l'investisseur. Corentin, justement, Ralph soulevait un point intéressant, c'est qu'il ne faut pas avoir l'obsession forcément de lever des fonds et il ne faut pas oublier le bootstrap. Peut-être qu'on peut expliquer en 2 mots ce qu'est le bootstrap, peut-être pour les entrepreneurs qui nous regardent. Le bootstrap, c'est se débrouiller. Grosso modo, c'est un peu ça. Tout seul avec ses ressources. Et c'est pas mal parce qu'en fait, avant que le VC, c'est pas très vieux, hein, ça a 60 ans. Donc avant, ça n'existait pas. Donc en fait, on faisait avec les moyens du bord. Donc en gros, donc je vais pas faire l'avocat du diable, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des projets qui ne nécessitent pas de lever des capitaux. En tout cas, peut-être au début, peut-être au bout de 10 ans, et peut-être pas au début. Donc il faut bien comprendre, est-ce que ton projet, il nécessite vraiment du carburant? Parce que tout à l'heure, on disait, allez raconter dans la presse combien tu as levé, etc. Et c'est marrant parce que quand on parle d'un trajet en avion, on ne parle pas combien de fois l'avion il s'est arrêté pour prendre du carburant sur la route. Personne n'en a rien à faire de ça. Donc en vrai, il faut comprendre, est-ce que tu as besoin de carburant? Combien de carburant? À quel rythme au cours de ton aventure entrepreneuriale? Le tout, c'est d'atterrir. Comment? Le tout, c'est d'atterrir dans bonnes conditions. Et le tout, c'est d'aller d'un point A à un point B. Et donc voilà, donc il faut voilà. Et en fait, ça, c'est souvent juste le réflexe pavlovien de faire un peu comme tout le monde et tout ça. Non, faut pas faire comme tout le monde. Faut réfléchir. Est-ce que ton projet, il nécessite du financement? Oui, non. À quel point? Voilà. Oui, et puis aussi, c'est aussi d'avoir une bonne compréhension du marché, de ne pas s'engager dans la hype du moment. Je pense évidemment à l'IA en ce moment, où en fait, il se trouve que beaucoup dans la société, c'est juste du chat pété intégré. Oui, bien sûr. Et tu rajoutes IA sur ton deck et tu penses que ta valo, elle va prendre. Mais le problème de ça, en fait, c'est toujours pareil. C'est que tu vas lever sur une plus grosse valo, mais peut-être que justement, intrinsèquement, ta boîte, elle vaut pas ça. Et donc, le prochain tour, tu seras déséquilibré.
Donc en fait, tout ça, c'est un cercle vicieux, quoi. Donc en fait, tout cet écosystème, il existe, il a des rationnels. Il faut les comprendre, en fait. Et souvent, le problème, c'est que les gens ne se posent pas de questions, font comme le voisin. Et en fait, il n'y a pas de rationnel derrière. Et au bout de quelques années, tu te dis, ah merde, en fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Alors finalement, une levée de fonds, c'est assez rationnel à l'arrivée. Ça devrait, ouais, ça devrait. Ouais, non, le problème aussi, en vrai, c'est que l'early stage, c'est un sport où il y a beaucoup d'amateurs. C'est pas un mauvais terme de dire amateur, c'est des gens, c'est pas leur métier. Et donc quand c'est pas leur métier, forcément les pratiques elles peuvent varier du tout au tout. Et donc c'est pas parce que ton voisin il a réussi à faire une levée de temps sur une valo de temps auprès d'une personne, d'un investisseur, que toi tu vas pouvoir faire pareil, parce que peut-être que cet investisseur il réfléchit complètement différemment de celui que tu es allé voir toi. Tu vois ? Oui, et puis parfois aussi, ce qui peut aider, c'est d'avoir un produit pour après aller chercher les plus grands montants. Je crois que c'est un peu le cas de BIM, où d'abord, vous avez prouvé qu'il y a un prototype qui marchait pour après chercher une série A à 20 millions, et c'est là qu'entre guillemets, on fait les preuves. Je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Corentin en parlera mieux que moi, mais quand tu fais du software, tu n'as plus vraiment d'excuses pour ne pas arriver avec quelque chose à présenter et un début de traction, parce que ça coûte pas cher. C'est à la portée de pas n'importe qui, mais il y a de plus en plus d'outils maintenant, sans être forcément un super développeur, pour commencer à avoir une preuve de traction sans avoir engagé beaucoup de frais. Là où c'est complexe, c'est que quand tu fais du produit physique, c'est un peu les mêmes règles, sauf que tu as quand même un peu plus d'investissement. Notamment si tu veux avoir les premiers produits qui circulent dans la nature. Je pense que la première levée de BIM, c'était peut-être la plus difficile, parce qu'en fait, on attendait de nous qu'on montre des choses, mais tu es un peu dans un problème de poule et de l'œuf, où en fait, pour montrer ces choses, tu as besoin de financement. Donc, on a réussi à passer cette barre, mais c'était pas forcément évident. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que la Startup Nation française, entre guillemets, est très software. Par exemple, on va au CES, on voit 130 startups, on va au Computex à Taïwan, il n'y a que 6 startups. Donc la sélection est plus rapide. Mais est-ce que justement, on n'est pas en train de basculer dans une nouvelle ère, entre guillemets, avec un peu plus de hardware, de deep tech, de projets au long terme? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens notamment, Roxane, à Station F? Nous, on ressent complètement, et surtout depuis le début de cette année, j'ai l'impression, on voit beaucoup plus de projets deep tech. En effet, c'est des cycles qui sont très, très différents. Et je pense aussi les tendances en termes de levée que j'ai mentionnées au début, le fait que le deep tech et green tech, ça levait plus d'argent, c'est aussi parce que ça nécessite beaucoup plus de capitaux. Donc oui, on est clairement en train de passer une cap, j'espère en tout cas, de passer dans une nouvelle tendance en termes d'innovation. Puis aussi, c'est la preuve aussi que l'écosystème gagne en maturité, puisque finalement, on s'est pris, un triple stress test. On a eu la pandémie, on a eu l'inflation. Là, on a une stabilité politique un peu bancale. On verra ce qui tombe ce soir. Ouais, c'est vrai, on n'est pas fini. Non, mais du coup, je veux dire, l'avantage, c'est que l'entrepreneur, il est de plus en plus résilient face à cette situation. Il y a un peu de casse, mais celui qui reste, à l'arrivée, est un peu plus résilient peut-être. Oui, je pense en effet. Là, depuis le Covid, j'ai l'impression on a vraiment appris à naviguer plein de différentes circonstances. Ça, c'était quelque chose de complètement inattendu. Et je vois aussi des entrepreneurs qui réfléchissent, même cet été, quand on se posait vraiment beaucoup de questions sur la situation politique, il y a des entrepreneurs qui ont fait des choix juste par précaution. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Et justement, je parlais du fait que la situation politique était un petit peu bancale. C'est important aussi dans l'equity story de comprendre là où c'est bancal pour peut-être bien retomber sur ses pattes après. C'est-à-dire que là où on n'est pas arrivé à destination, comme tu prenais la métaphore de l'avion, c'est important de comprendre les points de friction pour après peut-être rebondir de la bonne manière. Oui, sur l'equity story, effectivement, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est hyper compliqué parce que quand tu es entrepreneur, honnêtement, au début, tu sais pas ce qui va se passer dans 6-12 mois. Franchement, t'en as aucune idée. Une roadmap qui se déroule sans accroc, ça n'existe pas. Voilà, exactement. Et donc le truc, c'est que tu vois, il faut à la fois que tu arrives à comprendre, à manœuvrer le bateau dans les vagues dans les 6-12 mois et effectivement avoir une vision à long terme. Parce que l'equity story, c'est une vision à long terme. C'est hyper compliqué d'avoir ces deux timings en tête. Et c'est ça qui est difficile à faire pour un entrepreneur, je pense. Est-ce que justement tu sens que ces entrepreneurs, on parlait de résilients, ils sont un peu plus résilients, tu sens qu'ils ont un petit peu essuyé les plâtres et qu'ils sont un peu peut-être moins innocents et naïfs qu'ils l'étaient peut-être il y a quelques années? Ouais. Oui, parce qu'ils sont beaucoup plus résilients, parce qu'ils ont connu une période difficile ces 2 dernières années en termes de financement. C'était beaucoup plus dur. Et il y a beaucoup moins un peu ce qu'on appelle les touristes de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les gens qui partent de postes très confortables et qui vont entreprendre parce qu'ils savent que, 1, c'est hype d'entreprendre et 2, c'est facile de lever de l'argent. Ces gens-là, ils sont plus là. Ils reviendront quand le marché repartira, mais là, ils sont plus là. Donc effectivement, qui restent les plus résilients.
Maintenant, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, donc sur comment séduire les investisseurs quand on lance une start-up, ce qui n'est pas toujours simple, on va peut-être venir un peu sur les red flags, peut-être les choses à éviter, à savoir peut-être avoir trop peu de parts d'entreprise. Hein, tu parlais justement de la manière de s'associer, Roxane, c'est assez important. Et puis, il y a la question des valos, où entrepreneurs et investisseurs sont quasiment peut-être jamais d'accord sur la valorisation, mais parfois, il faut peut-être arrêter la course à l'échalote et dire, à l'arrivée, il y a une roadmap à dérouler, un business, et c'est pas juste... la norme, c'est pas OpenAI qui est valorisé 157 milliards au bout de quelques années d'existence. Oui, c'est sûr. Alors, après, il y a des normes de marché. En fait, aujourd'hui, le marché il est structuré. On sait à peu près une valo en pré-seed ce que ça vaut. Les fourchettes, pré-seed, seed, series A. Bon. En fait, il y a juste un truc que les entrepreneurs oublient, c'est il y a une valo d'exit et il y a une réalité de marché. Il faut savoir à peu près dans ton industrie, c'est quoi un peu les exits, tu vois, dans ton pays, dans ta géographie, dans ton secteur. Si tes valos d'exit, j'en sais rien, tu vois, en moyenne, c'est 50-60 millions et que tu es là et tu es en pré-seed et tu demandes 15 millions, en fait, il y a un truc dans l'équation qui ne tient pas, tout simplement. Et en fait, voilà, il faut juste réfléchir, se dire, OK, où est-ce que je me situe, tu vois, dans la courbe de financement et où est-ce que je pense sincèrement pouvoir aller et adapter le truc en fonction. Voilà. Ça a l'air simple quand on le dit comme ça, mais après, c'est jamais simple. C'est toujours simple a posteriori. Ouais. C'est quand on est dans le guidon, c'est plus compliqué. Justement, Ralph, quelle était ton approche vis-à-vis de la valorisation? Puisque forcément, quand on est entrepreneur, on a envie que sa boîte soit valorisée un maximum. Peut-être un jour entre en bourse si ça marche vraiment bien. De ton côté, comment tu as gardé entre guillemets la tête froide pour que ça se passe correctement avec les investisseurs? Écoute, à l'époque où on préparait la première levée et par la suite, il y a quand même un conseil que j'ai entendu souvent de la part d'entrepreneurs qui étaient passés par là, c'était de justement surtout pas viser une valo trop haute. Parce que tu t'achètes un paquet d'emmerdes pour la suite. Mais c'est très casse-gueule et ça complexifie l'exit, les nouvelles négociations. En fait, concrètement, tu es en train de charger ta barque future. Parce que peut-être qu'à l'instant T, tu es très content et tu peux dire que ta boîte vaut cher. Mais d'une part, en fait, tu vas constamment te poser la question de en fait, est-ce qu'elle est survalorisée? Tu vas être constamment à challenger dessus. Et quand tu vas préparer ton tour d'après, tout le monde va regarder les multiples. Et tout le monde va vouloir faire un multiple sur cette valeur-là. Donc tu t'achètes une dette future que tu vas compound d'une levée sur l'autre, ce qui n'est pas du tout nécessaire. Il y a suffisamment de pression quand tu es entrepreneur pour te rajouter celle-là, je pense. Oui, finalement, un peu comme un cycliste, il faut choisir un peu la pente peut-être de sa côte, de sa levée de fonds pour ne pas le regretter par la suite peut-être. Je pense qu'il ne faut pas céder à la hype et il faut être réaliste. Il y a des ABAC, il y a des grilles qui existent sur grosso modo combien vaut une boîte. Bien sûr, parfois il y a effectivement des entreprises qui peuvent sortir de ces grilles, mais je pense pas qu'il faut essayer systématiquement d'être cette entreprise. Je pense qu'il faut avoir un plan, se dire qu'effectivement la valorisation va augmenter dans un ordre de grandeur d'une levée sur l'autre probablement, mais que c'est dans l'intérêt de tout le monde que cette valorisation elle ait du sens surtout. Je pense que c'est ça qui compte. Oui, la valorisation qui a du sens. Alors, il y a un secteur où peut-être elles ont un peu moins de sens, ou parfois c'est déraisonnable, c'est l'IA. Je sais, Roxane, que Station F est très impliquée sur les questions d'IA, mais ça ne remonte pas d'aujourd'hui. Hein, ça date depuis quasiment la création de Station F. On voit qu'il y a beaucoup d'initiatives, des dîners, des programmes qui sont lancés. Il y avait encore AWS il y a 2 jours. Justement, ça fait 2 ans maintenant qu'il y a cette hystérie collective autour de ChatGPT. D'ailleurs, si vous pouviez arrêter de faire des posts LinkedIn avec ça, ça pourrait être sympa. Non, mais c'est vrai, ça. Je ne sais pas à toi tous les matins, mais je vois ça. Et justement, est-ce que tu as vu peut-être une évolution entre le début d'hystérie avec ChatGPT il y a 2 ans et peut-être que maintenant on rentre peut-être dans une phase entre guillemets où la récré est un peu terminée et on a des projets peut-être plus aboutis et là on arrive à quelque chose peut-être d'intéressant pour aller à un nouveau step dans l'IA générative? Est-ce que l'hystérie s'est arrêtée? C'est une bonne question. Pas totalement. Pas totalement. Je pense qu'on s'est calmé un peu par contre. Et puis on a vu surtout plein de différentes phases. Ces dernières années, il y avait des phases des agents, enfin il y avait des différentes phases, il y avait aussi la phase du début, juste tout le monde mettait de l'IA partout, même si ça ne faisait pas de l'IA, enfin je pense que tu l'avais mentionné tout à l'heure. Donc on est passé par des différentes phases. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait il y avait quelques études qui sont sorties ces derniers mois qui parlaient vraiment de l'argent qui est généré par l'IA et comme pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup de boîtes qui génèrent beaucoup de chiffres, ça a un peu calmé les choses. Je pense que ça a aidé les gens à vraiment réfléchir à leur projet. Donc là, je pense qu'on commence à rentrer dans une phase un peu plus mature, mais il y a encore beaucoup de hype, c'est sûr.
Et peut-être ce qu'on a découvert cette année, c'est qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de mouvements dans les gouvernances de ces sociétés. OpenAI, c'était compliqué avec Sam Altman et quasiment tous les fondateurs sont partis. On a vu Hash, qui a été lancé en grande pompe par Oviatech. 3 fondateurs sur 5 qui s'en vont 3 mois après une levée de fonds de 220 millions de dollars. On parle quand même de beaucoup d'argent. Finalement, la moralité, c'est qu'il ne suffit pas juste de sortir du laboratoire d'intelligence artificielle de Meta ou de Google DeepMind pour créer une startup. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Oui, c'est plus compliqué. Après, on ne sait jamais ce qui s'est réellement passé entre les fondateurs. C'est toujours des histoires très compliquées. Mais en effet, monter une boîte est très, très difficile, même quand on est Sam Altman, c'est sûr. Et justement, en tant qu'investisseur, Corentin, à force de rencontrer des entrepreneurs, est-ce que parfois tu n'as pas eu l'envie de basculer de l'autre côté, où tu t'es dit non, franchement, être VC, je suis bien à ma place, ça a l'air assez complexe Moi, comme ça. j'ai toujours été entrepreneur et Super Capital, c'est moi qui l'ai créé, donc je suis entrepreneur avant tout. Oui, c'est un entrepreneur du VC finalement. Ouais. Ralph, avec BIM, justement, tu t'inscris dans une thématique d'avenir, hein, puisque ça coche quasiment toutes les cases de France 2030. Justement, comment tu te projettes un petit peu dans le futur? Alors, je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a quand même des inconnus à tous les niveaux, géopolitique, politique, économique. Quand on est entrepreneur, est-ce que, justement, Roxane parlait de la pandémie, ça fait quand même 5 ans qu'il y a quand même beaucoup de stress à ce niveau-là, en plus du stress entrepreneurial. Comment tu arrives quand même à réussir à te projeter constamment dans l'avenir en esquivant entre guillemets les obstacles qui sont à l'horizon? Je pense que pour le coup, pour revenir un peu sur la thématique de séduire les investisseurs, je pense que quand tu crées une entreprise et que tu veux t'adresser à des investisseurs type VC, il faut que tu puisses t'appuyer sur une tendance macro long terme, porteuse. Et le segment sur lequel on s'inscrit avec BIM, c'est la transition énergétique. C'est une évidence, c'est une question de vie ou de mort en fait. Il va falloir qu'on change les choses sur notre façon de produire, gérer, consommer de l'énergie. Et donc, une fois que tu pars de ce principe-là, une fois que tu sais que tu t'inscris aussi dans des tendances économiques qui sont des tendances longues, où en fait le prix de l'électricité ne fait qu'augmenter d'une année sur l'autre, que le prix du matériel pour décentraliser l'énergie, les panneaux, les batteries, etc. ne fait que baisser d'une année sur l'autre, tu sais que tu es sur un secteur d'avenir, dans le temps long. Après, d'une année sur l'autre, on voit bien qu'il y a des remous, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tu as raison, on a survécu à 3 crises. Et en fait, derrière, qu'est-ce qui fait la différence? Je vois 2 choses. Je pense qu'il y a les gens. Et tout à l'heure, on parlait de résilience. Pour moi, c'est sans doute la compétence numéro 1 pour traverser ces crises. Et donc, il faut des gens qui s'accrochent et qui tiennent la barre. Et après, il faut aussi le dire, il y a une part de chance, tout simplement. Je pense qu'il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître que les crises, on ne les anticipe pas. Et c'est beaucoup plus simple d'encaisser une crise quand on vient de faire une levée de fonds que quand on rentre en roadshow. Il faut le souligner aussi. Donc malheureusement, on ne maîtrise pas encore tout. Oui, c'est comme parfois il y a des startups qui sont lancées, mais parfois les entrepreneurs ont raison trop vite, trop tôt. Et en fait, le marché n'est prêt que bien plus tard. On dit toujours timing is everything. Et je pense que c'est plus vrai que jamais. Roxane, comme ça fait 7 ans que Station F existe, tu as pas mal de recul sur un petit peu peut-être les erreurs que peuvent faire les start-upers au début. Alors là, je pense que, au vu de ton expression du visage, tu as pas mal d'exemples qui viennent en tête. Justement, est-ce que quand tu es arrivé à Station F, tu as vu quand même des erreurs qui étaient assez communes dans le pitch, entre guillemets, d'intro pour lever des fonds qui t'ont vraiment choqué au premier abord? Ah bah évidemment, je pense que tout le monde a toujours des anecdotes. Je vais citer personne. Non, mais en fait, juste pour rebondir en fait sur ce qu'il disait, maintenant j'ai beaucoup de personnes qui me posent la question de est-ce que je lève maintenant ou pas? Et depuis Covid, moi je dis à tout le monde, en fait, on ne sait jamais ce qui va arriver dans 6 mois. Donc si on peut lever tout de suite aujourd'hui, fais-le. Et je ne sais pas si Corentin, si tu partages cet avis, si tu donnes ça comme conseil, mais on ne sait pas en fait si demain il va y avoir une crise. Bien sûr. Et puis j'ai envie de dire, s'il y a l'argent sur la table, prends-le. Pas à n'importe quel prix et pas avec n'importe quelle condition. Mais effectivement, s'il y a des gens intéressés pour investir dans ta boîte, qu'est-ce que tu en sais que 6 mois, ils seront encore là? D'ailleurs, dans 6 mois, ils ne seront pas là. Ils ne seront plus là parce qu'ils auront trouvé que ça prend trop de temps. Il y a une question de timing très importante aussi. Oui, justement, c'est important ce que tu dis. Peut-être les investisseurs ne seront plus là dans plusieurs mois. Et quand on voit par exemple ce qui se passe dans l'IA générative avec cette bulle qui est en train de se créer, peut-être qu'à l'arrivée, quand elle va exploser, il va y avoir des dégâts à l'arrivée. Ah bah oui, c'est clair. Comme toute bulle, quand elle explose, il y a des dégâts. J'espère que ça retombera dans que ça fera des nouveaux écosystèmes un peu partout. Comme ça, parce que finalement, des bulles, il y en a toujours qui explosent, 2001, 2008, etc. Et au final, si tu regardes la tendance
ok, ça chute de temps en temps, mais au final, la tendance, elle est quand même haussière. C'est-à-dire il y a de plus en plus de startups, il y a de plus en plus d'innovation, il y a de plus en plus d'argent investi dans l'innovation. Donc ça, c'est top. Maintenant, effectivement, sur une échelle de temps de quelques mois, il peut tout se passer. Après, il y a un truc qui m'amuse pas mal, entre guillemets. C'est déjà, en tant que journaliste, en sortie de Covid en 2021, je parlais de rentabilité, ou même en 2017, on me disait non, mais on s'en fout, la rentabilité, c'est pas la priorité, maintenant c'est croissance. Et rentabilité, du coup. Et justement, ça, comment tu as abordé ce switch? Est-ce que justement, il y a 2 ans, pareil, à ton portefeuille, tu as dit, les gars, là en ce moment, les taux d'intérêt on est en train de serrer la vis avec les banques centrales, c'est compliqué? Ou est-ce que tu as une approche un peu plus smooth, justement, pour accompagner les entrepreneurs en douceur par rapport à ça? C'est une très bonne question. En fait, tu as raison. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les investisseurs, ils veulent, comme tu dis, alors soit de la renta, soit en tout cas, ils veulent brûler moins d'argent. Ils veulent que le capital soit plus efficient. Ok. Ça va durer un temps. Et surtout, ça concerne beaucoup de boîtes, mais ça ne concerne pas toutes les boîtes. Il y a toujours des boîtes, l'IA en ce moment, qui crament beaucoup de capital et on s'en fout. Rappelle-toi, il y a quelques années, c'était les trucs de livraison de food ou je sais plus quoi. Ils cramaient. Le Q-commerce, ça s'est pas très bien fini, cette histoire. Ouais, ça s'est pas très bien fini. Le premier un peu à avoir fait ça, c'était un peu Uber, qui a vraiment cramé. Au final, aujourd'hui, Uber est une très, très grosse boîte. Donc ce modèle, il existe. Je pense pas qu'on soit arrivé dans une phase qui va durer toute la vie et où on regardera toujours que la rentabilité. C'est faux. C'est faux. Il y aura toujours des phases où on dira... Mais surtout, ça dépend des boîtes. Il y a des boîtes, on va les pousser, ou en tout cas les investisseurs vont les pousser à cramer beaucoup, à prendre des parts de marché et ensuite à augmenter leur prix, etc. Bon, ça, c'est le modèle un peu Uber et tout ça. Mais ça, c'est quelques boîtes. Et la petite start-up du coin, elle peut pas faire ça. Elle n'a pas les moyens intrinsèques de faire ça. Et donc, il ne faut pas croire que tu vas pouvoir faire comme Uber. Uber, c'est une boîte sur 1 milliard. Voilà. Et est-ce que c'est sain? Est-ce que j'en sais rien? On n'est pas là pour en parler, tu vois. Mais en tout cas, c'est voilà. Et donc, la plupart des boîtes, effectivement, aujourd'hui, il faut montrer que ton business model, il est sain. Il est sain. Et que, en fait, simplement, ajouter du capital, c'est ajouter du carburant pour scaler. Ça, c'est sain. Ça, c'est sain parce qu'en fait, c'est temporaire. On a besoin d'un peu de capital, on scale, le modèle, il est calé, il est éprouvé. Voilà. Et au-delà du modèle économique, d'avoir un business plan qui tient la route, est-ce que pour entrepreneurs aujourd'hui, c'est pas aussi de plus en plus difficile à naviguer dans le sens où il y a quand même un écosystème d'investissement qui est en pleine recomposition, dans le sens où on a les club deals aussi qui sont de plus en plus populaires, de nouveaux types de financement, voilà, exactement. On sait qu'Anthony Bourbon est très calé sur le sujet aussi. Est-ce que ça aussi, ça ne devient pas plus compliqué pour entrepreneurs de cerner la bonne personne à qui s'adresser au bon moment? Alors, moi, je dirais que c'est mieux, c'est plus... Enfin, je sais pas si c'est plus complexe ou plus simple. Ça offre de nouvelles voies aussi d'investissement. Complètement de nouvelle voie. Honnêtement, il y a 7 ans, des club deals, il n'y en avait pas quasiment, tu vois, il y en avait 1 ou 2. Aujourd'hui, je sais pas combien on est des dizaines. Je pense que pour l'early stage, c'est très bien. Parce qu'en plus, c'est de la coopétition. Parce qu'en fait, on est très souvent, plusieurs investisseurs autour de la table au début. Parce que c'est très risqué. Donc, on spread le risque. Et donc, au contraire, je pense que ça, c'est bien parce que ça a structuré un marché de l'investissement early stage qui était très amateur, qui était très peu structuré. Et c'était très difficile d'aller trouver des angels. Ils étaient partout, tu vois, sur le territoire, sur LinkedIn, sur machin. C'était très difficile. Aujourd'hui, tu vas avoir 3-4 club deals. Tu fais ta levée précise, tu vois, et c'est beaucoup plus efficient. Quand on lance un startup, il y a la question de l'investissement, mais aussi la question de l'accompagnement. On sait qu'en France, il y a beaucoup d'incubateurs, beaucoup d'accélérateurs. Si on regarde en 10 ans, ça a été une explosion phénoménale. Évidemment, Station F, c'est le plus connu car le plus massif et en plus à Paris, qui permet aussi de placer la France sur la carte mondiale. Je pense que les Américains nous regardent un petit peu différemment depuis qu'on a créé Station F. Justement, quel conseil tu te donnerais justement à l'entrepreneur pour bien choisir son incubateur? Évidemment, je me doute bien qu'à la Station F, ça te plairait bien, mais parfois aussi, il faut peut-être bien cerner le besoin et la thématique avant de juste aller sur la hype du moment, que ce soit au niveau incubateur ou investisseur. C'est clair. Je pense qu'en fait, vraiment, chaque programme est différent. On voit ça sur le terrain. On voit aussi qu'aujourd'hui, il y a des acteurs historiques qui ils sont là, ils font que de l'accompagnement comme métier. Je pense à des acteurs comme Entrepreneur First, mais il y a aussi des acteurs corporate qui vont venir vraiment avec des objectifs très spécifiques
Et parfois, les startups sont, entre guillemets, un peu naïves et vont choisir juste en fonction de la marque pour être associés à la marque. Il faut voir vraiment c'est quoi les give and gets de chaque programme, comment ça fonctionne. Il y a des programmes corporate, par exemple, qui vont racheter des boîtes, qui vont être très explicites. Il y a des programmes qui vont essayer de mettre des startups sur leur techno. Il faut que la startup soit d'accord pour le faire et envie de le faire. Et puis, il y a même des programmes à Station F où l'objectif, c'est de faire un POC avec le partenaire en question. Donc vraiment pour bien choisir, je pense qu'aujourd'hui il existe vraiment tellement de programmes avec des modèles différents de prise de capital gratuit, enfin vraiment il y a de tout. Donc je suis convaincue que si les entrepreneurs regardent bien, ils vont trouver quelque chose assez compatible. Et justement, la question de l'incubation, d'accélération, Ralph, c'est quelque chose que tu avais tout de suite regardé quand tu as lancé BIM, ou est-ce que tu voulais quand même rester un petit peu dans ton coin à monter ta technologie pour justement peut-être pas donner trop d'idées aux petits copains dans la pièce? Alors non, moi je voulais surtout pas rester dans mon coin. Au contraire, je pense que il y a plein de façons de se planter quand on crée une boîte. Et donc du coup, moi c'était ma première boîte. Avant ça, j'avais fait un métier qui avait rien à voir. Et du coup, on est content de s'appuyer sur des gens qui l'ont déjà fait pour capitaliser sur leur expérience. Donc pour moi, c'était évident que j'allais m'inscrire au sein d'une structure. Et donc en fait, j'ai croisé la route d'un gars qui s'appelle Rob Spiro, qui a monté un startup studio à Nantes qui s'appelle Imagination Machine. Startup studio à impact sur des entreprises qui font des choses très différentes, du consumer, du B2B, et avec ce dénominateur commun d'impact. Et donc Rob, c'est pour le coup quelqu'un qui est un serial entrepreneur à succès, qui a fait des choses qui sont assez incroyables et qui, derrière, nous a fait bénéficier énormément de cette expérience. Tu vois, être assis à côté de lui dans les premiers mois de BIM, c'est évident que ça a ça a façonné la trajectoire de notre entreprise. On a appris à ses côtés et puis après, évidemment, on s'est émancipé, on a grandi et on a gagné l'autonomie par la suite. Mais sur ce lancement, pour des gens qui sont primo-entrepreneurs, c'est une vraie chance. Et juste pour compléter, parce que tu as parlé de studio, ça c'est une vraie nouvelle tendance qu'on voit aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs expérimentés que parfois ils vont explorer des idées, ils vont décider finalement j'ai pas une idée qui m'intéresse, il y en a plusieurs ou peut-être une thématique qui m'intéresse. Donc là on commence à voir aussi une petite explosion de création de studios sur plein de différents sujets et par des personnes avec vraiment des bonnes expériences. Oui, c'est un peu Rocket Internet qui avait lancé ce concept en Europe et on sait que eFounders puis Exa a popularisé le concept, mais aussi c'est vrai que c'est une clé pour créer un business et faire décoller pépites en 18 mois. Toi tu penses, Ralph, que s'il n'y avait pas eu cet accompagnement, est-ce que tu penses que ta boîte elle serait morte combien de fois? 5 fois? 18 fois? C'est dur à dire scientifiquement si tu veux, mais c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé, honnêtement à plein de niveaux, parce que d'une part, pour reparler un petit peu de Rob, c'est quelqu'un qui est cité dans le livre de Lean Startup comme étant, tu vois, comme étant quelqu'un qui a fait la démonstration du fait de faire des itérations rapides pour valider un product market fit. C'est sûr qu'être assis à côté de cette personne nous a énormément aidé. On essayait de faire quelque chose d'hyper compliqué au début de BIM. On voulait lancer un produit innovant qui donne envie aux gens dans un secteur qui est un secteur de commodité absolue. Donc très compliqué de se faire une conviction sur qu'est-ce qu'il faut faire, sous quelle forme ça peut prendre. Et donc le fait d'avoir une méthode vraiment rationnelle pour faire des itérations, en tirer des learnings et valider des hypothèses, ça nous a vachement aidé au début. Et puis ensuite, il y a aussi le fait de se dire que quand tu vas parler à Kima Ventures et que en fait, tu fais partie de Imagination Machine, c'est beaucoup plus simple que quand tu envoies un mail en disant bonjour, j'ai ce projet. Donc ça donne de la crédibilité aussi à ton dossier, et que ce soit Imagination Machine ou Founders Future ou les autres. Il y a vraiment des belles structures qui se mettent en place et je pense que les stats montrent que c'est en général des boîtes qui réussissent plutôt mieux parce qu'elles bénéficient de cet accompagnement. Justement, avec cet accompagnement, quelle est, tu penses, la plus grosse erreur qui aurait pu mettre en péril la boîte que tu as pu éviter grâce à cet accompagnement? La question à 1 million. C'est une bonne question. Je pense qu'au début, quand tu lances ton projet, une des choses auxquelles on a réfléchi, c'est peut-être de s'associer un peu trop tôt à d'autres projets en émergence, sans forcément se rendre compte que tu multiplies la complexité pour que ça marche. Et donc finalement, on ne l'a pas fait, on s'est pas associé, on a continué dans notre voie, et en fait, c'était plutôt une bonne idée. J'ai pas oublié ma question, Roxane, sur les erreurs que tu as vues peut-être au début, parce qu'après on est parti sur un autre sujet. Justement, quelles étaient peut-être les 2 erreurs majeures que tu avais vues, qui étaient assez courantes dans les petits entrepreneurs au début de Station F, qui t'ont vraiment marqué pour le coup. Et du coup, c'est peut-être un conseil pour ne pas les faire aujourd'hui.
écoute, je reviens sur mon sujet de tout à l'heure, sur l'association, parce que je pense que c'est tellement clé. Et je voyais un peu... là, aujourd'hui, il y a il y a plein de guides qui ont été créés à le Co-Founder Dating, liste des questions. C'est 36 questions pour vérifier qu'on est aligné sur le salaire, la vision et plein de choses. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui aident, mais je vois encore des personnes qui s'associent et c'est arrivé même au début de Station F, il y avait des super équipes qui ne travaillent plus ensemble et c'était des histoires vraiment parfois... presque violent, pas physiquement, mais voilà, émotionnellement. Et on voit, c'est juste des personnes qui se font confiance parce qu'ils se connaissent, mais pas professionnellement. Et donc, ils vont dire non, mais c'est mon ami depuis je ne sais pas combien d'années, on est alignés, on veut faire la même chose. Non, dans un an, ça va être complètement différent. Donc ça, c'est la première chose qui m'a un peu étonnée. Et puis, on a parlé beaucoup d'investissement, mais ça m'étonne de voir encore beaucoup d'entrepreneurs qui vont me dire j'ai envoyé mon deck à 1000 fonds et personne ne m'a répondu. Quelle surprise. En fait, il faut faire ses recherches, il faut vraiment étudier la bonne personne dans le fond qui est adaptée à son projet. Peut-être c'est même pas un fonds, peut-être c'est un bootstrap qu'il faut. Donc voilà, c'est encore beaucoup d'erreurs juste parce qu'il faut suivre les tendances que tous les autres font. Oui, peut-être qu'envoyer en fait son deck, comme tu dis, à 50 sans fonds, en fait, c'est un signal peut-être désespéré à l'arrivée, en fait, vu que tu n'as pas identifié à fond le besoin. Peut-être ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que quand il y a un entrepreneur qui est un investisseur, on s'engage vers un mariage et que ce mariage, il faut rester sur la même longueur d'onde. Je ne sais pas quel est ton point de vue, Corentin, sur le sujet. Je sais que souvent, les investisseurs, ils ont souvent le mauvais rôle. Toujours, c'est un pacte avec le diable. Ils veulent toujours coincer les entrepreneurs. Et en fait, il faut juste que les intérêts soient alignés. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce n'est pas le bon partenaire pour ça. Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est l'intérêt de la société. Et c'est ça souvent que les gens confondent, les intérêts personnels, les intérêts de la société, etc. Ok. Tu fais un projet, c'est une société, c'est un cadre juridique. Si à un moment donné ça se passe mal, si tu t'en vas, etc. En fait, au début, le projet, il tient grâce à une équipe. Et s'il n'y a plus l'équipe, il n'y a plus grand-chose. Tu vois. Et en fait, à une époque, il y avait, on parlait beaucoup de ces méchants investisseurs qui virent les entrepreneurs et tout ça. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Alors, ça existe, hein. Mais... En fait, imagine, tu es investisseur, tu as une super équipe et ils s'en vont ou tu les vires, peu importe. Mais toi, tu vas faire quoi? Toi, tu es investisseur. Moi, j'ai 180 sociétés en portefeuille. Est-ce que j'ai le temps d'aller m'occuper d'une de ces 180? Non, évidemment, j'ai ni le temps ni les compétences. Donc, en fait, il faut bien comprendre qu'il y a une société, une start-up, c'est un projet avec des gens et quasiment toute la valeur de la société, c'est ces gens, au début. En tout cas, au début, vraiment. Et donc pourquoi on dit tout ça? Parce que forcément il faut que ces gens ils restent et qu'ils soient incentivés, motivés à rester et voilà. Et donc c'est pour ça qu'on fait un pacte d'actionnaires, c'est juste pour ça. Justement, Ralph, de ton côté, en tant qu'entrepreneur, comment tu as fait pour aligner au maximum les intérêts? Est-ce que peut-être parfois tu as eu des mauvaises surprises, tu t'es dit ce fonds-là, à l'arrivée, il faudrait d'une manière ou d'une autre réussir à le sortir? Comment tu as raisonné pour qu'à l'arrivée, ça ne tourne pas peut-être à des situations conflictuelles? Parce que les tensions, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, mais pas que ça arrive à un point de non-retour qui peut être dangereux pour la survie de la société. Là encore, j'ai suivi des conseils. C'est que je suis assez dogmatique sur ça. S'il n'y a pas de fit avec l'investisseur, il ne faut pas prendre l'argent. Je suis assez radical sur ça, parce que c'est signé pour un mariage qui va mal se passer et personne n'en a envie. Et ça va se terminer en divorce très probablement. Donc le fit avec l'investisseur, pour moi, c'est un élément qui est absolument vital. Et c'est quelque chose qui nécessite de prendre le temps de le faire. Je pense que rencontrer un investisseur, prendre un verre avec lui, comprendre finalement quel type de personne il est, au-delà de... Il y a des fonds et il y a des personnes. Et c'est un business d'humain du côté de l'entrepreneur, mais aussi du côté de l'investisseur. C'est un point qui est très important à noter. Il y a le nom du fonds, mais derrière, il y a la personne qui va gérer le dossier. Et c'est pas du tout la même chose. Tout à fait. Et je dirais aussi, les due deals, tu sais, les fameuses due deals, les investisseurs, ils font des due deals sur les startups. Mais la startup doit aussi faire des due deals sur les investisseurs. Et en fait, c'est très simple. Due deal, c'est un mot qui paraît compliqué, mais en fait, il faut juste prendre son téléphone et demander aux autres participations du fonds comment ça se passe. Est-ce que tu es content de ton investisseur? Oui, faire ses recherches, faire une petite enquête de voisinage, entre guillemets. C'est aussi simple que ça. On arrive dans la dernière ligne droite de cette discussion. Roxane, si tu veux donner peut-être un conseil ou deux conseils à des entrepreneurs, justement, quand ils veulent lancer leur start-up pour séduire les investisseurs, ce serait quoi? Peut-être des choses simples, parfois les choses les plus simples sont les meilleures à l'arrivée. Écoute, on vient de parler de cette histoire de choisir la bonne personne dans le bon fond.
Et je pense que c'est vraiment primordial. Donc vraiment, passer du temps à faire ses recherches, à faire son due deal, je pense que c'est super important. J'ai des personnes qui me contactent parce qu'ils pensent que moi, je suis mieux placée pour choisir ou conseiller des investisseurs pour eux. Non, je pense que l'entrepreneur doit faire cet exercice pour choisir pour sa boîte et pour son projet. Donc ça, c'est mon conseil. Et puis peut-être, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que la séduction, elle ne s'arrête pas au moment de l'investissement. Finalement, c'est un peu comme un mariage, c'est que le début. Après séduction, maintenant, il faut tenir sur la durée. Exact. Ça, c'est un très bon point. Ça veut dire envoyer des reportings réguliers. Et puis, mais même si le business, il n'est pas forcément super bon, et franchement, quel entrepreneur respecte son BP? Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ok, donc en fait, juste tiens-moi au courant de ce que tu fais, parce que dans 18 mois, quand tu auras besoin d'argent, ce serait bien que j'ai compris ce que tu as fait pendant 18 mois. Parce que si pendant 18 mois, tu me donnes aucune nouvelle et que tu as peut-être envie de savoir ce qu'on fait de ton argent à l'arrivée. Oui, et puis tu vois, tu reviens me voir 18 mois après, tu me dis, oh, au fait, j'ai besoin d'argent. Bah oui, mais je sais pas ce que tu as fait ces 18 derniers mois, tu vois. Bah, en fait, t'es pas incité à réinvestir. Alors que si tu l'as vu plusieurs fois, tu as vu ce qu'il a fait, etc., tu as compris, bah déjà, tu as fait la moitié du boulot, en fait. On arrive au bout de cette discussion. Peut-être un mot rapidement, Ralph. Ouais, je voulais partager quelque chose avec les aspirants entrepreneurs qui veulent lever des fonds auprès de VC. Moi, je conseille vraiment, un truc qui nous a beaucoup aidé, c'est d'avoir un Sherpa, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans cette phase sur qu'est-ce que c'est lever un pré-seed, qu'est-ce que c'est lever un seed, qu'est-ce que c'est lever une série A, qu'est-ce que c'est lever une série B. Passer par des gens qui l'ont déjà fait, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des investisseurs aussi. Et pour le coup, ça a été indispensable. Et l'une des valeurs ajoutées colossales du Sherpa, c'est qu'il fait des introductions. Je pense que se faire introduire par les bonnes personnes, c'est quelque chose qui lance la dynamique avec un fonds. Et donc, c'est au bon fonds et à la bonne personne au sein de ce fonds. Cette introduction faite par un Sherpa qui a une légitimité, elle crée beaucoup de valeur. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Et pas bombarder de messages anonymes sur LinkedIn. Pour le coup, ça peut être une bonne chose aussi. Donc, voilà. Merci à vous trois pour cette discussion. J'espère que vous avez maintenant un peu plus de clés de compréhension si vous souhaitez lancer votre start-up. Voilà, ça ne s'arrête pas, hein, Big. Ça continue sur le plateau de Big Media. Donc, restez bien connectés. L'après-midi se poursuit dans quelques instants.